C'est au début du XXe siècle que le comité de patronage des étudiants étrangers fait venir à Grenoble les enfants des patrons étrangers pour leur enseigner le français et favoriser les échanges commerciaux entre les pays. Le programme d'enseignement du français qui va être élaboré en 1904 repose sur une science nouvelle appelée phonétique expérimentale. Le premier institut de phonétique va être créé en France et accueillera à sa tête le spécialiste de la diction et de la prononciation du français, Théodore Rosset. Théodore Rosset va alors doter cet institut de nombreux instruments scientifiques de recherche en phonétique expérimentale, mais aussi d'instruments pédagogiques pour l'enseignement des langues, de l'acoustique, de la physique ou de la physiologie. Une collection de ces instruments est aujourd'hui conservée au laboratoire Gipsalab dans les locaux de l'université Grenoble-Alpes. Un des instruments les plus rares et les plus emblématiques de la collection de Théodore Rosset est l'analyseur à flamme manométrique de Rudolf König. Nous sommes ici en présence de l'analyseur de König, qui a été inventé par Rudolf König en 1870, et qui est un dispositif vraiment très ingénieux, puisqu'il permet de rendre visible le contenu fréquentiel d'un son. Alors comment ça marche? C'est constitué de 3 parties. Une première partie qui consiste en un banc de filtres, qui sont des résonateurs de Helmholtz. Une deuxième partie qui consiste en un ensemble de vannes manométriques qui sont alimentées par du gaz. On a pris du gaz butane, du gaz de ville. Et une troisième partie donc d'un système de miroir tournant qui va permettre de visualiser le signal. Alors comment marchent les résonateurs de Helmholtz? Donc un résonateur de Helmholtz, c'est tout simplement un cylindre, en l'occurrence un cylindre percé d'une dimension particulière qui va capter une fréquence particulière en fonction de cette dimension. Ce sont des cylindres qui sont accordables, c'est-à-dire qu'on peut modifier le volume en faisant coulisser une partie extérieure sur une partie intérieure, et donc on peut même l'enlever complètement. Donc ils sont accordables, on peut les accorder. D'ailleurs, König a mentionné les notes, à l'époque, les notes de musique sur lesquelles ces résonateurs étaient accordables. Et chacun est de tailles différentes, allant du plus gros au plus petit en haut. Et donc, un gros résonateur est accordé sur une fréquence basse, alors qu'un petit résonateur est accordé sur une fréquence haute. Donc, en couvrant les différentes tailles des résonateurs, on arrive à couvrir un ensemble de fréquences qui va à peu près de 150 Hz jusqu'à 1200, 1300 Hz en haut. Donc les résonateurs de Helmholtz, c'est le premier étage. C'est ce qui va capturer le son et qui va ensuite être communiqué au deuxième étage qui consiste en cette vanne manométrique. Donc la vanne manométrique, c'est vraiment l'invention géniale de König. C'est ça qui va permettre de visualiser le son. Comment ça marche? Donc dans la vanne manométrique, j'ai parlé tout à l'heure d'une arrivée de gaz. On a le gaz qui arrive par ce petit tuyau et qui ensuite ressort par ce long tuyau qui est percé. Donc le gaz sort par le petit trou qui est de perçage, on allume avec un briquet et on va voir une flamme apparaître. Cette flamme, si on ne fait rien, elle brûle tranquillement. Le génie de König, ça a été de mettre ici une membrane souple, on a utilisé du latex pour la remettre en état, et cette membrane souple est elle-même connectée à l'arrière des résonateurs par un tuyau et donc une chambre ici, creusée dans un panneau en bois. Et cette chambre, elle va donc être connectée au résonateur qui est associé. Et donc si un son est capturé par le résonateur, il va être guidé par le tuyau, il va arriver au niveau de cette membrane et la membrane va se mettre à osciller. La membrane, quand elle va osciller, va moduler le débit de gaz entrant et donc va moduler la taille de la flamme. Et on a ainsi une flamme vibrante. Ça veut dire que si le résonateur résonne à 150 Hz, 150 vibrations par seconde, et qu'on a un son à 150 Hz qui va venir le rencontrer, eh bien la membrane va se mettre à osciller, la flamme va se mettre à vibrer, et donc on va voir cette oscillation 150 fois par seconde. Donc c'est un peu rapide pour être perçu à l'œil nu, et donc on a besoin pour ça du troisième dispositif qui est le miroir tournant. Le miroir tournant va étaler l'image de la flamme vibrante et va rendre ce mouvement visible. Un son pur est généré grâce à un générateur basse fréquence et est diffusé à l'aide d'un haut-parleur. En accordant la fréquence du son généré sur la fréquence de résonance d'un des résonateurs de Helmholtz, il est possible d'exciter uniquement la flamme de la vanne manométrique connectée à ce résonateur. Si l'on modifie la fréquence du son généré en l'adaptant sur la fréquence de résonance du résonateur voisin, on voit que la flamme vibrante est maintenant située au-dessus de la précédente. Si maintenant différentes voyelles sont produites,
on peut observer que leur contenu fréquentiel est différent. On a ainsi une première estimation de la caractérisation spectrale des voyelles du français. Alors l'analyseur de Koenig est donc un instrument tout à fait ingénieux et qui a le mérite d'être le premier instrument dans l'histoire des sciences à permettre de visualiser le contenu fréquentiel des sons. Il a cependant quelques défauts. Et le premier défaut était que pour pouvoir visualiser ces flammes, il fallait une intensité sonore suffisante. Pour ça, Koenig avait eu l'idée d'utiliser des porte-voix et de chanter les voyelles, quand il a voulu analyser les voyelles du français par exemple, de chanter ces voyelles de façon à avoir une intensité suffisante. Grâce à ça, il a pu observer les premières estimations de contenu fréquentiel des voyelles du français. Deuxième limitation, c'était l'inscription de ces analyses, puisque une fois qu'on visualisait la vibration des flammes, on n'avait aucun moyen de stocker cette analyse. Et la solution qu'avait trouvée Koenig était de faire dessiner les flammes par des dessinateurs professionnels. Et il considérait que quand 3 dessins consécutifs étaient identiques, on pouvait admettre que la représentation était fidèle. Et à partir de là, on avait une trace dessinée de l'analyse des contenus des sons. Évidemment, cette technique a été très vite supplantée par l'électronique, qui est arrivée à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui a remplacé le banc de filtre de Helmholtz par des filtres électroniques. Et tout ça a amené les développements de l'analyse sonore, en particulier grâce à un instrument formidable développé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, qui est le sonographe.